Vous avez volé l'idée de votre sœur. Cria mon père à travers la salle d'audience en pointant un doigt accusateur directement vers mon visage. Je suis Audrey. Une designer de 24 ans qui a construit une entreprise extrêmement prospère entièrement à partir de zéro. Ma mère enchaîna immédiatement en hurlant qu'elle avait élevé une enfant ingrate tandis que la prétendue victime pleurait bruyamment de façon feinte. Toute cette indignation théâtrale se produisit simplement parce que j'avais réussi entièrement sans leur soutien financier. Je me tins droite devant le juge pour leur poser calmement une seule question simple qui détruirait leur affaire. Si elle avait réellement créé ces designs elle-même. Alors comment expliquez-vous les preuves irréfutables capturées par mon système de sécurité? Le sang se retira complètement du visage de mon père tandis que ma mère se figeait dans un choc absolu. Ma sœur baissa la tête parce qu'elle réalisa que son réseau élaboré de mensonges commençait enfin à se défaire. Avant d'explorer comment ma famille a tenté de détruire ma vie, veuillez appuyer sur ce bouton d'abonnement pour soutenir notre chaîne, qui vous apporte des histoires de relations chaque semaine. Tout a réellement commencé à s'effondrer seulement quelques jours plus tôt dans mon appartement, situé à Salt Lake City. Mon assistante dévouée, Piper, m'aidait à examiner des dizaines d'échantillons de tissus pour le lancement d'une collection saisonnière à venir. Un livreur frappa soudainement fort à la porte d'entrée pour me remettre une épaisse enveloppe légale. J'ouvris le document lentement pour découvrir que mes parents me poursuivaient officiellement au nom de mon aîné. Ils exigeaient le transfert complet de la propriété de ma marque de mode sous l'accusation ridicule de vol de propriété intellectuelle. La plainte mentionnait que ma sœur venait d'annoncer une nouvelle collection de vêtements présentant des designs identiques à mes croquis non publiés. Les pièces manquantes du puzzle s'emboîtèrent dans mon esprit lorsque je réalisai que quelqu'un avait malicieusement volé mes données commerciales propriétaires. Mon téléphone portable se mit soudain à vibrer sur la table basse en verre juste après que mes yeux eurent parcouru le dernier paragraphe de cette plainte légale ridicule. Le mot « maman » clignotait de façon répétée sur l'écran lumineux tandis que j'étais assise là, digérant la trahison incroyable orchestrée par ma propre famille. J'appuyai lentement sur le bouton d'acceptation pour entendre ma mère Nancy sangloter bruyamment. Avant même que je puisse dire un seul salut, elle se lança dans un monologue larmoyant, exigeant que je transfère immédiatement la propriété de mon entreprise à Peyton pour préserver l'harmonie familiale. Ses pleurs sonnaient extrêmement forcés tandis qu'elle tentait de me culpabiliser à propos de tous les sacrifices présumés qu'ils avaient faits pendant mon enfance. Je lui rappelai fermement que j'avais construit cette marque de mode entièrement à partir de zéro, sans un seul centime de leur compte bancaire. Mon père, Brian, arracha violemment le combiné de ses mains pour crier ses propres menaces furieuses directement dans le haut-parleur. Il jura qu'il contacterait tous les grands médias de Salt Lake City pour détruire complètement la réputation de mon entreprise si je refusais leur demande. Il promit de me peindre comme une sœur voleuse qui avait volé les idées brillantes de Peyton à moi. Que je ne signe les documents de transfert dès le lendemain matin. J'écoutais ces ultimatums agressifs avec une clarté absolue avant de répondre sur le ton le plus froid que je pouvais rassembler. Vous aurez de mes nouvelles de mon avocat parce que je vous poursuis tous absolument en justice. Je déclarai platement avant de couper définitivement la communication. Je jetai l'appareil sur le coussin du canapé en essayant de réguler ma respiration après cette confrontation complètement toxique. Piper avait assisté à toute la conversation depuis son bureau avant de se tourner immédiatement vers ses multiples écrans d'ordinateur. Elle suggéra que nous enquêtions sur l'infrastructure de sécurité de l'entreprise pour découvrir exactement comment Peyton avait obtenu ses croquis de collection non publiés. Mon brillante assistante tapa rapidement des commandes dans le terminal principal pour accéder aux journaux de serveurs cryptés contenant l'historique de notre réseau interne. Nous passâmes plusieurs minutes tendues à regarder des lignes de code défiler sur l'écran tout en filtrant les enregistrements d'accès du mois précédent. Piper frappa soudainement sa paume contre le bureau, pointant vers une entrée hautement suspecte mise en évidence en rouge sur le tableau de bord de
Sécurité. Le système enregistrait une exportation massive de données impliquant le dossier exact contenant mes designs saisonniers à venir seulement 2 semaines auparavant. Quelqu'un avait réussi à télécharger des gigaoctets de fichiers propriétaires directement depuis mon poste de travail personnel pendant l'après-midi du 14 du mois dernier. Je fixais l'horodatage dans une confusion absolue parce que je me souvenais clairement d'avoir été à des kilomètres de là, à l'entrepôt de fabrication de tissus, tout cet après-midi-là. Piper tira les détails de localisation pour confirmer que l'accès non autorisé provenait directement de l'adresse de protocole Internet à l'intérieur de mon appartement. Mon sang se glaça en réalisant que l'auteur était réellement entré physiquement dans mon espace de vie sécurisé pendant que j'étais occupé à travailler de l'autre côté de la ville. Je retraçais frénétiquement mentalement mes pas concernant l'accès au bâtiment avant de me souvenir de la clé de rechange cachée soigneusement sous le pot de fleurs en céramique à l'extérieur. J'avais sottement fourni à mes parents l'emplacement exact de cette clé cachée des années auparavant. Strictement pour des situations d'urgence. Peyton avait manifestement abusé de cette information privilégiée pour contourner ma porte. Verrouillée sans laisser aucun signe visible d'entrée forcée. Elle était entrée nonchalamment dans mon sanctuaire pour voler ma propriété intellectuelle. Pendant que je transpirais activement sur le sol de production, construisant mon rêve. J'ordonnais à Piper de révoquer instantanément tous les privilèges réseau externes connectés à mon équipement de bureau à domicile pour empêcher toute autre violation de données. Nous avions besoin de preuves absolues pour détruire leurs plaintes fabriquées au lieu de nous reposer seulement sur des horodatages circonstanciels liant Peyton à la scène du crime. J'ordonnais à mon assistante d'accéder au serveur de surveillance secondaire, gérant les caméras de sécurité discrètes installées dans toute ma résidence privée. Nous naviguâmes à travers l'interface de stockage cloud, espérant que la politique de rétention vidéo n'avait pas déjà écrasé les images cruciales de cet après-midi spécifique. Mes mains tremblaient littéralement en sélectionnant la date correcte sur l'interface du calendrier. Pour enfin exposer la véritable profondeur de la tromperie de ma sœur. La barre de progression se chargeait lentement sur le moniteur tandis que nous nous préparions à confronter les preuves visuelles irréfutables de sa trahison impardonnable. Je réalisais alors que ma famille biologique m'avait officiellement déclaré la guerre, utilisant les tactiques les plus lâches imaginables. Je me jurais tranquillement que je m'assurerais qu'il fasse face aux conséquences légales les plus dures possibles pour avoir orchestré ce sabotage malveillant. Le moniteur principal se rafraîchit enfin pour afficher les images enregistrées capturées par la caméra de sécurité extérieure pendant l'après-midi du 14. L'horodatage numérique vérifia le moment exact où Peyton s'approcha de mon Porsche avant, paraissant entièrement indifférente à son intrusion imminente. La résolution de la caméra était d'une clarté cristalline, capturant chaque détail de son visage alors qu'elle regardait autour d'elle pour s'assurer que personne ne l'observait. Elle tendit nonchalamment la main sous le pot de fleurs décoratifs en céramique pour récupérer la clé de rechange métallique sans vérifier ses alentours du tout. Ma sœur déverrouilla la lourde porte en bois sans difficulté avant d'entrer dans mon sanctuaire, privée sans démontrer la moindre hésitation. Piper passa le flux vers la caméra de bureau interne, mettant en évidence Peyton naviguant directement vers mon poste de travail personnel assis sur le bureau. Elle contourna l'écran de verrouillage principal sans effort parce qu'elle avait apparemment mémorisé mon mot de passe numérique lors d'une de ses visites non sollicitées précédentes. Elle tira une clé USB argentée de son sac à main de designer avant d'insérer l'appareil directement dans la tour d'ordinateur principale. L'angle de la caméra interne offrait une vue parfaite du moniteur d'ordinateur, montrant les noms exacts des dossiers qu'elle transférait malicieusement. L'enregistrement montrait clairement qu'elle cliquait à travers mes répertoires méticuleusement organisés pour copier les fichiers complets de la collection de mode saisonnière sur son unité de stockage portable. Elle retira soigneusement le disque avant de quitter les lieux, ne laissant absolument aucune trace physique de son cambriolage numérique derrière elle. Je me rendis le lendemain matin tôt au cabinet d'avocat du centre-ville appartenant à mon avocat, Russell emportant un disque dur sécurisé contenant les images extraites. Russell brancha l'appareil sur son ordinateur portable pour regarder la vidéo de surveillance tout
en prenant des notes détaillées sur son bloc-notes légal jaune. Il passa plusieurs minutes à rejouer les images plusieurs fois pour vérifier chaque action que Peyton avait prise à l'intérieur de mon bureau à domicile. Il mit l'enregistrement en pause exactement au moment où Peyton insérait le disque de stockage pour scruter minutieusement ses mouvements hautement calculés. Il se pencha en arrière dans son fauteuil en cuir pour expliquer que les preuves visuelles d'intrusion restaient insuffisantes pour prouver indépendamment le vol de propriété intellectuelle. Russell élabora que nous avions besoin de preuves concrètes identifiant le contenu exact copié sur son appareil pour satisfaire aux exigences légales strictes. Il m'instruisit d'appeler Piper immédiatement afin qu'elle puisse extraire les métadonnées de fichiers internes documentant les détails exacts du transfert de données. Je passai l'appel en arpentant le bureau spacieux, attendant que mon assistante plonge à nouveau dans le système de serveur principal. Piper utilisa un logiciel de diagnostic spécialisé pour retracer les signatures numériques uniques intégrées dans mes fichiers vectoriels originaux, vérifiant leur véritable origine. Piper expliqua au téléphone que les métadonnées servent d'empreintes digitales numériques invisibles, s'attachant solidement à chaque fichier unique créé sur ma machine. Elle travailla à distance pour compiler un rapport forensique numérique complet, montrant que les dates de création spécifiques s'alignaient parfaitement avec les tailles de fichiers téléchargés. Le document forensique résultant fournissait une chaîne de possession irréfutable reliant mes concepts créatifs originaux directement au fichier que Peyton avait volé. Mon assistante envoya par email le paquet de données cryptées directement à Russell, prouvant définitivement que Peyton avait exécuté une opération de vol d'entreprise ciblée. Il souligna que Peyton avait déposé l'enregistrement de marque pour ses designs seulement quelques jours après avoir illégalement accédé à mon réseau sécurisé. Russell examina minutieusement les journaux forensiques avant de déclarer que nous possédions actuellement une défense complètement à toute épreuve contre leur plainte civile fabriquée. Il saisit son stylo plume préféré pour commencer à rédiger une contre-plainte brutale accusant ma sœur d'espionnage d'entreprise ainsi que d'accès non autorisé à un ordinateur. Russell expliqua sa stratégie légale agressive impliquant le dépôt d'une motion urgente pour initier la phase formelle de découverte légale sans aucun retard inutile. La phase de découverte reste l'arme la plus critique dans le contentieux civil parce qu'elle empêche le conseil adverse de dissimuler des preuves dommageables. Cette manœuvre procédurale spécifique nous obligerait légalement mes parents ainsi que Peyton à soumettre tous leurs enregistrements de communication interne concernant la ligne de mode volée. Russell souligna que le processus de découverte formelle nous accorde l'autorité légale de les forcer dans une salle pour des dépositions sous serment très bientôt. Ma famille devrait répondre à nos questions directes sous peine de parjure tandis qu'un greffier de tribunal transcrirait chaque mensonge qu'il dirait. Il imprima les documents de contre-litige complétés avant de faire glisser la pile épaisse de papier à travers le bureau en bois poli pour mon approbation finale. Je lus à travers les allégations légales dévastatrices détaillant exactement comment Peyton avait orchestré le vol pour lancer sa propre marque de vêtements illégitimes. Je signai fermement les documents légaux officiels pour autoriser la contre-attaque agressive contre les individus essayant de voler toute ma subsistance. Russell poussa une copie dupliquée des demandes financières du conseil adverse à travers son bureau, en bois brillant tout en pointant un stylo argenté directement vers les chiffres monétaires gonflés que mes parents insistaient pour recevoir. Il m'interrogea intensément concernant le contexte financier de ma famille parce qu'il pressentait un motif sous-jacent plus profond conduisant leur plainte absurde au-delà de la simple jalousie d'entreprise. Je pris une profonde inspiration avant d'exposer un sombre secret que j'avais enterré pendant 7 ans. J'expliquai qu'à l'époque où j'avais 17 ans, nécessitant une chirurgie cardiaque ouverte désespérée pour sauver ma vie, ma grand-mère aimante avait établi un fonds fiduciaire médical dédié d'une valeur de $250 000. Spécifiquement pour mes dépenses hospitalières. Parce que je restais mineur pendant ce jalon médical. Brian et Nancy avaient légalement assumé le contrôle total des actifs financiers en tant que mes tuteurs. Ils avaient abusé de cette responsabilité fiduciaire complètement en drainant chaque dollar de ce compte médical tandis que je me rétablissais dans un service hospitalier stérile.
Ils avaient remis toute la fortune à Peyton afin qu'elle puisse financer des vacances de luxe. Prolongées à travers l'Europe sous le prétexte d'une aventure de réseautage de début de carrière. J'avais porté le fardeau écrasant de mes factures médicales entièrement grâce à un emploi à temps partiel épuisant tout en luttant pour obtenir mon diplôme de lycée avec des notes académiques acceptables. Les collecteurs de dettes hospitalières agressifs étaient devenus une partie normale de mon existence quotidienne. Tandis que ma sœur publiait des photographies portant des vêtements de designer sur diverses plateformes de médias sociaux. Russell écouta attentivement sans interrompre tout en documentant chaque détail choquant sur son bloc-notes légal jaune avant de lever les yeux avec une expression profondément solennelle sur son visage. Il souligna que cette trahison financière malveillante représentait un schéma systémique d'exploitation économique s'étendant sur plusieurs années avant mon succès commercial actuel. Il souligna qu'exposer cette histoire cachée de fond médical briserait complètement l'image parentale impeccable que ma mère et mon père maintenaient méticuleusement au sein de notre communauté locale. Il expliqua les statuts légaux spécifiques régissant les responsabilités fiduciaires pour démontrer comment Brian et Nancy avaient violé les lois fédérales en détournant ces fonds médicaux restreints. Établir une histoire documentée d'abus financiers fournirait à notre défense un avantage psychologique écrasant pendant les dépositions formelles à venir. Il fit glisser un nouveau formulaire d'autorisation à travers le bois poli, demandant ma signature pour assigner officiellement les dossiers bancaires hérités d'il y a 7 ans. Je signai les documents sans un seul moment d'hésitation, sachant que confronter leurs crimes passés enlèverait enfin pour toujours leur fausse façade morale. Russell sourit froidement en collectant les documents signés parce qu'il réalisa que cette preuve financière exacte détruirait leur crédibilité devant le juge-président pendant le procès. Il nota que prouver leur longue histoire de manipulation financière rendrait absolument impossible pour eux de convaincre quiconque de leur récit fabriqué de victimisation concernant ma marque de mode. Il me conseilla de me préparer mentalement à la confrontation émotionnelle intense qui nous attendait dans la salle de déposition une fois que ces relevés bancaires assignés arriveraient en toute sécurité à notre bureau juridique du centre-ville. Il détailla les techniques de questionnement qu'il prévoyait d'utiliser pour piéger mes parents dans le parjure avant de révéler les relevés bancaires accablants. Je confirmai mon absolue préparation à confronter les individus exacts qui avaient priorisé le financement du style de vie de luxe de ma sœur plutôt que de sauver ma vie d'adolescente d'une condition médicale fatale. Il me congédia pour l'après-midi tout en m'instruisant de me concentrer entièrement sur la gestion de mes opérations d'entreprise tandis que son équipe légale traitait discrètement les assignations financières. Je sortis du bâtiment du centre-ville dans l'air vif de Salt Lake City, ressentant un sentiment profond de libération baignant mon corps. Le lourd secret que j'avais porté silencieusement pendant près d'une décennie se transformait enfin en une arme légale létale conçue exclusivement pour démanteler tout leur réseau de mensonges. Je conduisis directement vers mon siège social d'entreprise où Piper attendait mon arrivée pour examiner les calendriers de production préliminaires pour notre lancement de produits saisonniers à venir. Nous nous immersâmes complètement dans notre flux de travail créatif tout en sachant que le système judiciaire forcerait bientôt ma famille biologique à répondre de leurs crimes impardonnables contre moi. Chaque croquis de tissu que nous examinions ensemble représentait mon indépendance durement gagnée d'un foyer toxique, traitant ma survie même comme un fardeau financier inconvenant. J'instruisis Piper d'accélérer notre calendrier de fabrication pour assurer que notre nouvelle collection fasse ses débuts avec succès malgré les distractions légales en cours. Je me sentais complètement isolé de leur tactique d'intimidation toxique parce que ma stratégie légale agressive possédait maintenant le fondement ultime requis pour écraser définitivement leur litige malveillant. Le petit voyant rouge sur l'appareil d'enregistrement numérique commença à briller de façon constante tandis que la greffière de tribunal certifié posait ses doigts sur le clavier de la machine de sténographie. Russell était assis directement en face de la table de conférence, maintenant une expression intensément concentrée tout en regardant vers le bas ses dossiers organisés contenant nos pièces de litige principales.
Ma sœur Peyton était assise rigidement entre nos parents, déplaçant son poids nerveusement tout en lissant à plusieurs reprises le tissu de son chemisier de designer coûteux. Mon père Brian croisa les bras défensivement tandis que ma mère Nancy offrait un faible sourire. Nerveux vers le conseil légal adverse assis à côté d'eux. J'étais assis silencieusement à côté de mon avocat, observant les individus exacts qui avaient orchestré mon immense souffrance, me préparant à faire face à leur inévitable jugement légal sous peine de parjure. Russell contourna complètement les images de la caméra de sécurité extérieure pendant les moments d'ouverture de la procédure pour se concentrer entièrement sur les credensials de design professionnel. Il fit glisser plusieurs croquis vectoriels originaux ainsi que des enregistrements de mai d'entreprise interne à travers la table en acajou poli directement devant Peyton. Il lui demanda d'expliquer les procédures de développement complexes requises pour transformer ces croquis préliminaires en vêtements saisonniers commercialement viables. Il exigea des explications techniques détaillées concernant des méthodologies spécifiques de dessin de patrons ainsi que les classifications précises de poids industriels pour les tissus sélectionnés. Peyton ajusta son col nerveusement tout en bégayant à travers une collection de mots à la mode vague complètement dépourvue de toute terminologie légitime de l'industrie de la mode ou de substances techniques. Elle tenta d'esquiver les questions techniques en affirmant que sa vision créative supersédait la nécessité de comprendre les spécifications de fabrication banales ou les mathématiques structurelles des patrons. Russell la pressa davantage en pointant vers des annotations de couture propriétaires spécifiques, marquées clairement sur les marges de mes documents d'œuvres d'art originaux. Elle fixa les diagrammes techniques d'un air vide, incapable d'identifier les techniques de construction de base qu'elle était censée avoir inventées pour sa ligne de vêtements indépendante. Son arrogance d'entreprise initiale s'évapora complètement lorsqu'elle réalisa que son incompétence absolue était soigneusement exposée sous serment dans le procès-verbal officiel. Elle se tourna frénétiquement vers sa représentation légale, espérant une objection qui ne se matérialisa jamais parce que les règles fédérales de déposition empêchent les avocats de coacher les témoins sur des sujets techniques. Russell observa tranquillement sa panique croissante avant de fermer son dossier de design pour introduire une catégorie complètement différente de documentation dans le procès-verbal officiel. Il récupéra un épais paquet de dossiers financiers de sa mallette avant d'aligner soigneusement les pages à travers la surface de la table de conférence en bois. Il fit glisser les relevés bancaires hérités détaillant les transactions du fonds fiduciaire médical d'il y a 7 ans directement dans le champ de vision de mes parents. Ma mère, Nancy, se recula rapidement, pressant sa colonne vertébrale contre le fauteuil en cuir tout en haletant de façon audible face à la preuve irréfutable. Mon père, Brian, se pencha en avant pour inspecter les numéros de compte avant que son expression faciale ne se vide dans une nuance alarmante de gris pâle. Ces dossiers financiers assignés documentaient clairement les retraits d'espèces non autorisés, exécutés exactement lorsque mes factures hospitalières d'adolescente restaient complètement impayées par leur tutelle. Russell lut à haute voix les descriptions de transactions dans le microphone actif détaillant comment ils avaient détourné des fonds hospitaliers vers des dépenses de voyage de luxe international. Brian frappa sa paume ouverte contre la surface de la table de conférence tout en criant des dénégations furieuses dirigées vers l'avocat impassible assis en face de lui. Il affirma frénétiquement qu'il possédait une autorisation légale totale pour réallouer ses ressources financières spécifiques afin de soutenir Peyton pendant ses années de développement crucial. Nancy éclata immédiatement en larmes hystériques tout en blâmant mon père d'avoir orchestré le transfert financier illégal derrière son intuition maternelle. Elle pointa un doigt accusateur vers son mari tout en insistant qu'elle n'avait jamais su la véritable source monétaire finançant les voyages de Peyton à travers l'Europe. Peyton se joignit à la dispute en accusant tous les deux d'avoir ruiné son avenir en l'entraînant dans une plainte frauduleuse qu'il ne pourrait jamais gagner. Elle cria qu'ils auraient dû détruire ses dossiers bancaires au lieu de laisser une piste de papier permanente documentant leur négligence fiduciaire. Les 3 membres de la famille se pointèrent des doigts accusateurs directement les uns les autres,
tout en criant des obscénités absolues à l'intérieur de la salle de déposition formelle. Leur avocat de défense engagé tenta vainement de rétablir l'ordre en demandant une pause temporaire. Pour calmer ses clients complètement déchaînés, Russell se pencha confortablement en arrière, permettant au conseil légal adverse de lutter impuissamment contre le chaos croissant consommant toute sa stratégie défensive. La greffière de tribunal certifiée continua à taper chaque accusation désespérée sur sa machine de sténographie, documentant leur effondrement domestique total pour le procès à venir. Je restais assis silencieusement à côté de Russell, regardant les individus qui m'avaient tourmenté pendant des années, se détruisant enfin eux-mêmes sans nécessiter aucune intervention supplémentaire. Le lourd marteau en bois frappa le bloc sonore judiciaire résonnant bruyamment à travers la vaste salle d'audience civile située au centre-ville de Salt Lake City. Le juge-président ajusta sa robe noire tout en déclarant le commencement formel du litige de propriété intellectuelle très attendu. Le conseil légal adverse se leva immédiatement derrière sa table désignée pour présenter ses arguments d'ouverture défendant ma sœur Peyton. Il parla avec une confiance théâtrale tout en exposant un récit complètement fabriqué concernant un accord de partenariat verbal présumé entre nous. L'avocat argumenta agressivement que Peyton avait fonctionné comme co-créatrice égale pendant toute la phase de développement de ma collection saisonnière à venir. Il affirma qu'elle possédait une autorisation complète d'accéder à ma résidence privée basée sur cet accord de poignée de main inexistant que nous avions prétendument finalisé des mois auparavant. Mes parents, Brian et Nancy, hochèrent enthousiasmement la tête depuis les sièges de la galerie tout en validant cette histoire fictive ridicule devant le juge observateur. Russell resta assis calmement à côté de moi tout en prenant des notes méticuleuses sur son bloc-notes légal avant de se lever enfin pour lancer notre contre-offensive. Mon avocat contourna complètement la déclaration d'ouverture traditionnelle en convoquant immédiatement notre témoin expert principal au stand de témoignage désigné. Un enquêteur forensique numérique certifié marcha à travers le sol de la salle d'audience tenant un ordinateur portable sécurisé contenant nos preuves technologiques extraites. Le greffier du tribunal administra le serment officiel tandis que l'expert connectait son appareil crypté directement dans le système de projection centrale de la salle d'audience. Russell instruisit le témoin d'afficher les images de la caméra de sécurité extérieure capturant Peyton utilisant la clé de rechange cachée cet après-midi spécifique. Le grand écran du projecteur illumina la pièce faiblement éclairée montrant ma sœur s'introduisant dans mon espace de travail privé sans aucune hésitation. Le conseil adverse se leva en criant une objection, affirmant que la vidéo ne prouvait aucun vol de données réelles. Le juge rejeta l'objection prématurée immédiatement tout en ordonnant à notre expert numérique de procéder avec sa présentation forensique hautement technique. Russell demanda à l'expert d'élaborer concernant la séquence exacte des répertoires violés pendant cette session de connexion réseau non autorisée de l'après-midi. L'enquêteur détailla les chemins de fichiers spécifiques que Peyton avait navigués, montrant qu'elle avait contourné les dossiers généraux pour cibler mes designs propriétaires non publiés les plus précieux. L'enquêteur changea l'affichage visuel pour révéler les journaux d'accès système complexes extraits directement du serveur réseau de mon poste de travail personnel. Il pointa un pointeur laser vers l'écran mis en évidence, démontrant l'horodatage exact corrélant parfaitement avec son entrée physique dans mon appartement. L'expert ouvrit ensuite une analyse comparative côte à côte présentant les métadonnées cryptées attachées aux fichiers spécifiques récupérés de l'ordinateur de Peyton. Il expliqua clairement que chaque dessin numérique unique possédait une signature cryptographique unique provenant exclusivement de mes composants matériels personnels. Le logiciel forensique identifia une correspondance identique absolue, prouvant que les fichiers volés retenaient mon code source sous-jacent malgré ses tentatives de modification maladroite. Il témoigna qu'un partenaire collaboratif légitime posséderait des credensials de réseau personnel, plutôt que de s'appuyer sur des méthodes d'extraction physique furtive. Le conseil adverse tenta un faible contre-interrogatoire en questionnant la fiabilité du logiciel forensique utilisé pendant le processus d'extraction numérique. L'expert dévia cette tactique désespérée en listant ses credensials d'application de la loi fédérale
ainsi que l'acceptation universelle de cet outil de diagnostic. Il défie le avocat de la défense de produire un seul analyste technologique indépendant qui pourrait légitimement contredire les empreintes digitales numériques immuables affichées aujourd'hui. Le témoin témoigna sous serment que les preuves techniques confirmaient une extraction délibérée de propriété intellectuelle plutôt qu'un processus de partage de design collaboratif. Cette preuve technologique irréfutable écrasa instantanément la défense pathétique de co-créateurs que leur équipe légale coûteuse avait passé des semaines à construire méticuleusement pour ce procès. Peyton fixa d'un air vide le massif écran du projecteur, réalisant que tout son réseau de tromperie était définitivement démantelé devant le juge-président. Son avocat engagé perdit son sang-froid tout en regardant vers Brian, qui était assis figé avec la bouche légèrement ouverte. L'avocat adverse bégaya à travers quelques phrases incohérentes avant de finalement laisser tomber son épais classeur de litige sur son bureau dans une défaite absolue. Il s'affaissa en arrière dans son fauteuil en cuir, incapable de formuler un seul contre-argument cohérent contre les données forensiques écrasantes présentées aujourd'hui. Russell remercia professionnellement le témoin expert avant de retourner à notre table désignée, portant un regard de satisfaction suprême sur son visage. Le juge se pencha en avant, regardant par-dessus ses lunettes de lecture tout en demandant à la défense de présenter toute réfutation légitime à cette révélation technologique dévastatrice. La salle d'audience tomba dans un silence de mort absolue tandis que ma famille biologique cherchait impuissamment une voie d'évasion miraculeuse. Ils comprirent enfin que leur tentative malveillante de voler mon empire d'entreprise s'était complètement effondrée sous le poids écrasant de la réalité empirique irréfutable. L'enquêteur forensique numérique certifié descendit du podium de témoignage élevé, laissant un silence absolument étouffant envelopper toute la salle d'audience du centre-ville. Le magistrat préside ajusta ses épaisses lunettes de lecture avant de délivrer une réprimande verbale cinglante dirigée carrément vers la table de défense légale adverse. Elle fixa directement les plaignants tout en exprimant un dégoût absolu concernant leur tentative flagrante de manipuler le système judiciaire pour un gain financier personnel. Le juge rejeta officiellement la plainte civile frivole avec une préjudice extrême tout en déclarant que les preuves technologiques présentées prouvaient une intention malveillante irréfutable. Le tribunal honorable reconnut formellement ma propriété légale exclusive sur la marque de mode, contestée ainsi que chaque enregistrement de marque associée sans aucun débat supplémentaire. Le décret judiciaire finalisé obligea légalement ma sœur Peyton à payer des dommages économiques substantiels, compensant mon entreprise pour la perturbation opérationnelle sévère qu'elle avait volontairement causée. Le magistrat ordonna explicitement le remboursement immédiat de ses fonds fiduciaires médicaux, détournés totalisant $250 000 ainsi que des années d'intérêts accumulés. L'atmosphère à l'intérieur de la salle d'audience changea dramatiquement lorsque le juge demanda au huissier officiel de sécuriser les pièces à conviction physique pour un transfert interdépartemental immédiat. Elle déclara que l'ampleur pure de l'exploitation financière documentée nécessitait une escalade immédiate au-delà des frontières standards des procédures de litige civil normales. Le magistrat ordonna officiellement le transfert du dossier de cas complet directement vers le bureau du procureur de district local pour initier immédiatement des enquêtes criminelles formelles. Les poursuites criminelles imminentes cibleraient spécifiquement le vol de propriété intellectuelle, ainsi que la fraude de fonds fiduciaires médicales hautement documentée commise 7 ans auparavant. Elle clarifia qu'exploiter un mineur vulnérable nécessitant une chirurgie cardiaque ouverte constituait une violation de crime grave justifiant une intervention immédiate des autorités de l'État. Peyton éclata soudainement en cris hystériques tout en agrippant désespérément le bord de la table. Des accusés en bois, tentant de comprendre son incarcération d'état imminente. Elle supplia son avocat vaincu de déposer un appel immédiat tout en ignorant la réalité que les renvois criminels opèrent complètement en dehors des juridictions d'appel civil. Mon père Brian enfouit son visage pâle profondément dans ses mains tremblantes tout en s'effondrant lourdement en arrière dans son arrangement de siège en cuir désigné. Il rétrécit visiblement physiquement sous le poids écrasant de l'humiliation publique combinée à la perspective terrifiante de faire face à des peines de prison fédérale.
Nancy laissa tomber son sac à main de designer sur le sol moquetté avant de sangloter de façon incontrôlable sur la destruction totale de sa réputation sociétale soigneusement cultivée. Elle tendit la main essayant de saisir son mari pour un soutien émotionnel tandis qu'il repoussait de force son bras, murmurant des accusations amères sous son souffle. Leur avocat de défense coûteux emballa simplement ses documents légaux immaculés silencieusement, sans offrir un seul mot de réconfort vers ses clients complètement brisés. L'avocat comprit parfaitement bien que représenter ces individus complètement discrédités dans un procès criminel à venir endommagerait sévèrement sa propre carrière professionnelle. Il ferma sa mallette en cuir avant de sortir rapidement par les doubles portes en bois, laissant la famille sanglotante totalement abandonnée à leur table. Russell hocha la tête avec approbation tout en organisant nos documents de litige victorieux tandis que je regardais mes proches biologiques abusifs faire enfin face à la dévastation absolue qu'ils méritaient pleinement. Je restais complètement stoïque tout en observant la débâcle chaotique se produisant à seulement quelques pieds de ma position de siège désigné à l'intérieur de la salle d'audience. Le juge frappa son lourd marteau en bois une dernière fois pour ajourner officiellement la procédure civile avant de se retirer dans ses chambres judiciaires privées. Des agents de sécurité du tribunal en uniforme s'approchèrent de la table des plaignants, exigeant qu'ils quittent les lieux tout en les menaçant de charges de mépris s'ils continuaient à crier. Brian saisit Peyton par le haut du bras tout en la traînant de force vers la sortie principale, tandis qu'elle continuait à se lamenter sur sa carrière de mode ruinée. Nancy les suivit de près tout en cachant son visage lourdement en larmes derrière une écharpe de soie, espérant éviter le regard du personnel restant de la salle d'audience. Je me levai lentement tout en boutonnant ma veste de costume sur mesure, ressentant un sentiment profond de clôture remplaçant l'anxiété lourde que j'avais portée pendant des années. Mon brillant avocat me serra fermement la main tout en me félicitant d'avoir réussi à récupérer mon indépendance complète de leur sphère d'influence profondément toxique. Nous rassemblâmes nos disques de preuves numériques restants ainsi que les ordres de tribunal finalisés, confirmant ma victoire absolue sur leur schéma d'extorsion élaboré. Je marchais confiante le long de l'allée centrale de la salle d'audience vide sans jeter un seul regard en arrière vers les portes de sortie qu'ils avaient utilisées. Le massif couloir de marbre à l'extérieur de la chambre judiciaire se sentait incroyablement expansif tandis que je prenais mon premier souffle légitime de liberté en tant que femme entièrement disculpée. Environ une année complète suivant cette victoire définitive en salle d'audience. J'étais assise confortablement à l'intérieur de mon vaste bureau exécutif d'angle examinant nos derniers rapports de revenus trimestriels. Je signais ma signature à travers plusieurs contrats de distribution internationaux lucratifs tout en écoutant l'activité d'entreprise animée résonnant à l'extérieur de ma lourde porte en bois. Le système de justice criminelle de l'État avait traité avec succès Peyton à travers leur machinerie bureaucratique extensive aboutissant à une peine de prison fédérale obligatoire de 3 ans suivants. Un procès remarquablement rapide. Ma sœur d'autrefois avait échangé sa garde-robe de designer volée contre des uniformes d'établissement correctionnel standard après avoir plaidé coupable de vol de propriété intellectuel de crimes graves. Brian et Nancy firent face à leur propre jugement légal dévastateur concernant leur détournement frauduleux de mes actifs de fonds fiduciaires médical protégés. Le procureur de district poursuivant démantela systématiquement tout leur portefeuille financier pour récupérer chaque dollar volé ainsi que des amendes de tribunal punitives massives dictées par le magistrat préside. Mes parents furent forcés dans une liquidation de faillite rapide les obligeant à vendre leur domaine suburbain luxueux juste pour satisfaire leurs dettes légales croissantes. Leur cercle social auparavant aisé les ostracisa complètement en découvrant la vérité horrifiante concernant leur abus systémique d'une adolescente malade. Mon assistante dévouée, Piper, busa mon système d'interphone sécurisé, interrompant mon flux de travail productif pour annoncer une perturbation hautement inattendue produisant près du bureau de réception principal. 2 individus désespérés contournant les protocoles de sécurité standards exigeaient une audience immédiate avec le directeur général tout en causant un spectacle public massif. Je marchais prudemment vers les portes en verre dépoli seulement pour découvrir Brian et Nancy debout
pitoyablement à l'intérieur de mon hall d'entreprise immaculé paraissant complètement méconnaissables. Leurs apparences physiques précédemment impeccables s'étaient détériorées de façon significative, reflétant la dévastation absolue que leur compte bancaire avait subie pendant les 12 mois précédents. Ma mère sanglotait de façon incontrôlable tout en serrant un sac de shopping en plastique bon marché, contenant ses rares possessions personnelles restantes sauvées de leur procédure de faillite. Mon père tordait nerveusement sa casquette de baseball fanée entre ses mains tremblantes tout temps, refusant d'établir un contact visuel direct avec la fille réussie qu'il avait malicieusement trahie. Ils supplièrent pathétiquement pour un logement temporaire ainsi qu'un soutien financier de base, parce que leur abri pour sans-abri local avait atteint sa capacité maximale pendant la saison d'hiver glacial. Nancy tomba lourdement à genoux juste là sur le sol de marbre poli, suppliant bruyamment pour ma compassion filiale illimitée. Je fixai la femme tremblante pleurant à mes pieds tout en ne ressentant absolument rien d'autre qu'un sentiment profond de détachement psychologique. Je leur dis explicitement tous les deux que j'avais pardonné leur transgression monstrueuse, uniquement pour nettoyer mon propre esprit de leur énergie résiduelle toxique me tirant en arrière. Je clarifiai immédiatement que le pardon personnel n'équivaut pas automatiquement à restaurer des relations brisées ou à fournir un accès illimité à mes ressources durement gagnées. J'établis une limite impénétrable juste alors en déclarant sans équivoque que mon siège social d'entreprise ne fonctionnerait jamais comme leur centre de réhabilitation d'urgence personnelle. Je refusai leur demande de logement de façon brutale avant de nier toute allocation monétaire future, parce qu'ils avaient définitivement rompu nos obligations familiales 7 ans auparavant pendant ma crise médicale la plus sombre. Brian tenta d'interrompre mon monologue en évoquant son statut paternel biologique, espérant manipuler mes vulnérabilités émotionnelles d'enfance profondément enterrées. Je fis taire instantanément sa tentative de manipulation pathétique en lui rappelant que les vrais pères protègent leurs enfants vulnérables au lieu de financer des vacances européennes en utilisant des fonds médicaux volés. Je me détournai de leur figure sanglotante avant d'appuyer sur le bouton d'alarme argenté, installé discrètement sous mon bureau de réception en acajou pour convoquer la sécurité du bâtiment. 2 gardes en uniforme arrivèrent en quelques secondes pour escorter physiquement les individus en intrusion hors de mon installation d'entreprise sans nécessiter aucune instruction verbale supplémentaire de mon personnel administratif. Je regardais mes parents biologiques se traîner vers le banc d'ascenseur principal tout en pleurant bruyamment sur leurs circonstances misérables créées entièrement par leurs propres choix horribles. Leurs cris désespérés s'estompèrent complètement dans un silence total une fois que les lourdes portes métalliques se fermèrent, les isolant définitivement de ma réalité réussie. Je marchais lentement de retour dans mon bureau d'angle privé avant de m'approcher des massives fenêtres de verre du sol au plafond dominant le panorama sprawling de Salt Lake City. Je posai mon front contre la vitre froide tout en regardant les minuscules véhicules naviguant à travers les intersections métropolitaines animées loin en dessous de mon point de vue élevé. Je pris une profonde inspiration d'air propre tout en embrassant la paix absolue entourant la vie indépendante brillante que j'avais méticuleusement protégée de mes propres mains. Mon empire de mode hautement rentable s'était transformé avec succès d'un mécanisme de survie amer en un testament glorieux montrant mon triomphe ultime sur leur obscurité générationnelle.